Alors, voyons un peu ça. On va commencer par les bases de la couleur. Donc, la lumière, ce sont des radiations électromagnétiques, on en a déjà un peu parlé, avec donc une longueur d'onde entre deux sommets de l'onde, l'amplitude, donc la force. Ici, on vous montre les creux, mais c'est évidemment la symétrie des sommets. Donc, la lumière, c'est de l'énergie, et le phénomène de la couleur, quant à lui, est le produit d'une interaction entre cette énergie et la matière. Alors, je passe, je ne vais pas donner tout le détail. Ici, vous avez une représentation du spectre des ondes électromagnétiques, et vous voyez que parmi toutes les ondes électromagnétiques qui existent, les rayons gamma, les rayons X, les rayons ultraviolets, les infrarouges, les ondes radar, FM, TV, ondes courtes, ben, en fait, l'œil humain ne voit qu'une toute petite partie de ces ondes électromagnétiques. C'est ce qu'on appelle donc le spectre des lumières visibles. Et vous avez ici une indication de la distance entre deux sommets d'ondes indiqués en nanomètres, c'est-à-dire un millionième de millimètre. Par exemple, pour les ondes courtes, entre deux sommets d'ondes, on a 400 nanomètres. Pour les ondes longues, 700 nanomètres. Voilà. Pourquoi ils n'essaient pas les sondes avec des ça, pour MC, hein? Donc, pour répondre à ta question, le Hertz, c'est lié à un nombre d'événements par seconde, en fait. C'est une fréquence d'événements par seconde. Parce que tu parles de trucs ondulatoires, de phénomènes ondulatoires avec la lumière. C'est la même chose pour le duo, et le duo, on peut le décrire avec des dates aussi, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est surtout en électricité qu'on parle du Hertz. Bonne question. Pourquoi est-ce qu'il y a une manière de décrire les ondes électromagnétiques en Hertz? Bonne question. Il faudra approfondir ça. Alors voilà, vous avez les différentes gammes, en fait, par rapport aux couleurs que l'œil humain perçoit, les différentes couleurs que vous voyez ici dans la colonne de droite, vous avez à peu près à quelle gamme de longueur d'onde ça correspond, hein. Le violet, par exemple, entre 380 et 450 nanomètres. Alors, la couleur est une perception psychologique. Donc déjà, Newton, en son temps, disait que les rayons ne sont pas en soi colorés. Donc ce petit schéma ici vous fait comprendre que la rose n'a pas de couleur, mais on l'aperçoit en couleur, suite au traitement des informations, évidemment, dans le cerveau. Donc c'est une perception psychologique, la couleur. Ce qui existe dans la réalité, ce sont c'est de la matière qui absorbe plus ou moins différemment la lumière blanche, en fait, et qui reflète plus ou moins différemment la lumière blanche. Alors, la perception des couleurs est influencée par l'éclairage, l'atmosphère, la matière des objets. Donc le schéma ici vous indique que le stimulus, donc la couleur perçue, est le résultat de la sensibilité spectrale des récepteurs de l'œil humain, dans ce cas-ci, la manière dont l'objet reflète la lumière, c'est réflectance, normalement par rélectance, c'est son gouril, dans le petit schéma que j'ai pris, et la nature de la lumière qui éclaire. Quelle quantité de lumière, de quelle quantité de fréquence courte, moyenne et longue la lumière blanche qui éclaire est constituée. Donc la nature de la lumière blanche, plus la manière dont l'objet reflète les choses, plus les récepteurs de l'œil humain, tout ça, c'est ce qui fait finalement dans le cerveau le stimulus, ce qui est perçu comme étant la couleur. Ok, ça je passe.
Alors ça peut être intéressant. La polarisation de la lumière. Donc, les filtres polarisants, vous connaissez. Vous savez que si vous voulez photographier quelque chose qui se trouve derrière une surface réfléchissante, qui réfléchit beaucoup la lumière, comme la surface d'un lac, une surface d'eau ou une vitre de voiture, hein, si vous êtes un paparazzi, vous avez intérêt à utiliser un filtre polarisant de manière à bloquer une partie de la lumière qui va arriver sur le capteur de l'appareil photo. Et il y a différents types de filtres polarisants qui existent. Il y a les filtres polarisants circulaires et linéaires. Bon, dans le cas de filtres polarisants linéaires, c'est ce qui va nous intéresser ici dans le schéma. On va comprendre qu'en fait, donc c'est chaque fois donc la même source, la lumière qui est omnidirectionnelle. Premier filtre polarisant orienté comme ça laisse passer la lumière. Deuxième filtre polarisant laisse passer également la lumière. Deuxième, il est orienté comme ça, mais l'autre est orienté en perpendiculaire, le filtre polarisant ici. Et donc, les rayons lumineux ici arrivent à passer dans le premier filtre, mais le deuxième filtre ne les laisse pas passer. Vous avez jamais fait l'expérience de superposer deux filtres polarisants? Si, oui. Et il n'y a plus rien qui passe quand on les tourne dans un certain angle l'un par rapport à l'autre. Voilà. Est-ce que vous avez des schémas il faut là, yes. Donc voilà, ça ressemble déjà un peu, voilà, exactement ça. Tu demandais une représentation tridimensionnelle de les ondes électromagnétiques, et bien voilà. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à polariser, puisque c'est tridimensionnel, comme on le voit là. Ah, ça vient de Wikipédia. Bon, autre représentation, moins parlante. Mais enfin voilà, donc ça correspond à ce que je montrais là. Donc, bon, il y en a plein d'autres. Hein. Voilà, on voit encore une autre qui est intéressante. OK. Donc, la combinaison de toutes les ondes lumineuses du spectre de lumière visible, c'est perçu comme étant du blanc. Donc, le blanc, c'est quand l'œil reçoit toutes les ondes du spectre des lumières visibles. Et donc, pour prouver ça, il y a le fameux prisme de Newton qui montre que quand on fait passer la lumière blanche à travers un prisme, il y a une décomposition de la lumière suite à une réfraction, en fait. C'est parce que suivant la longueur d'onde, la lumière est redirigée différemment avec un angle différent. En fait, c'est ce qu'on appelle la réfraction. Et suivant qu'on a affaire à des ondes courtes ou longues, elles sont réfractées, elles sont redirigées, elles subissent un changement de direction différent quand elles passent à travers le prisme. Et donc, c'est pour ça que ça décompose en quelque sorte la lumière blanche et qu'on voit apparaître l'arc-en-ciel, toutes les couleurs qui composent la lumière blanche. OK. Alors, justement, à propos de cette réfraction, quand la lumière passe à travers un corps différent, elle passe de l'air dans le verre, il y a, ben oui, voilà ce qui se passe, il y a des aberrations chromatiques. Comme on le voit, les ondes courtes sont plus réfractées que les ondes longues et moyennes. Et donc, la lumière blanche de ce que vous photographiez, typiquement, passant à travers une lentille simple, eh bien, la mise au point, en fait, la reconstitution de l'image ne se fait pas sur le même plan. On a trois plans ici. On a le plan des ondes courtes, en gros, hein, des ondes moyennes et des ondes longues.
Donc, les aberrations chromatiques, c'est ce qui, sur vos photographies, crée des franges, en fait. Hein, des franges cyan, magenta. C'est ça, c'est les aberrations chromatiques. Mais ça, c'est ce qui se passe dans l'œil humain, qui n'est composé que d'une seule lentille. En fait, évidemment, il n'y a qu'une seule lentille, le cristallin, dans l'œil humain. Mais dans les appareils photo, il y a des corrections, une deuxième lentille qui va corriger l'aberration chromatique, en fait, qui va faire en sorte que toutes les ondes, courtes, moyennes et longues, vont se focaliser au même endroit. D'accord? Mais comment ça se fait qu'on a quand même des aberrations chromatiques en photographie? C'est typiquement avec certains objectifs complexes comme les télés. Voilà pourquoi, la plupart du temps, en photographie, les vrais photographes préfèrent utiliser un jeu de différents objectifs et changer en cours d'utilisation des objectifs à focale fixe, en fait, plutôt. Il y a trop de lentilles, ça crée des aberrations chromatiques. C'est bien pratique quand on doit faire rapidement des photos de près, de loin, mais si on veut vraiment passer pro, il vaut mieux avoir un jeu de différents objectifs et changer rapidement. Voilà. Donc, l'œil humain, lui, il a des aberrations chromatiques. Ça va être montré plus loin. Quelles sont les aberrations chromatiques de l'œil? Je vais le montrer plus loin. Vraiment, la preuve qu'il y a des aberrations chromatiques dans l'œil. Peut-être que vous connaissez déjà. Vous avez déjà expérimenté ça, peut-être. Bon. Il y a des situations dans lesquelles on ressent vraiment que les images des ondes courtes, moyennes et longues ne se créent pas au même endroit. Des fois, les écrans, justement, pour par les côtés, faut le regard vite, on voit de FTP, Ah, ouais. C'est pas vraiment à ça que je pensais, mais on va voir, on va continuer. Petit à petit. Alors, je reviens à l'expérience la plus connue de Newton, donc la décomposition de la lumière blanche. Et alors, une autre expérience de Newton, un peu moins connue, qui est la suite de la première, c'est qu'une fois que la lumière blanche a été décomposée, il essaye de faire passer une partie du spectre à travers un autre prisme et il n'y a pas de décomposition supplémentaire. Donc, voilà, c'est bien la preuve qu'il est allé au bout de la décomposition possible de la lumière blanche. C'était juste une vérification. Oui, il y a aussi une autre expérience pour laquelle je n'ai pas de schéma ici, dans laquelle il recompose la lumière blanche au départ de la lumière décomposée. Alors, les arcs-en-ciel, vous connaissez, c'est bien sympa ça. C'est toujours le même phénomène en fait. Vous avez le soleil qui passe à travers une goutte d'eau qui est dans l'atmosphère et la lumière du soleil est décomposée en fait. En tant qu'observateur, suivant la position de la goutte d'eau dans le ciel, vous voyez une partie du spectre ou l'autre. Voilà. Pour la goutte d'eau qui est la plus élevée dans le ciel ici, évidemment c'est extrêmement schématisé, ce qui arrive dans l'œil de l'observateur, c'est du rouge en fait, des ondes longues. Pour la goutte d'eau qui est la plus basse dans le ciel, c'est du bleu, c'est des ondes courtes qui arrivent. Et donc, c'est pour ça qu'on voit un arc-en-ciel du rouge au bleu, en passant évidemment par le jaune, le vert, et tous les intermédiaires. Voilà. Alors, vous avez trois sortes d'objets dans le monde. Vous avez les objets qui émettent de la lumière, les objets qui reflètent de la lumière et les objets qui transmettent la lumière. Donc, source de lumière, lumière reflétée sur la matière, lumière transmise à travers la matière. Oui, réflexion spéculaire ou réflexion diffuse, c'est suivant que la matière se reflète dans la direction opposée, comme la lumière dans un miroir. C'est la réflexion spéculaire, ça vient du mot
Ça vient d'un mot latin, en fait, qui veut dire miroir. Spéculaire. Oui, et quand la matière reflète la lumière dans toutes les directions, donc il y a une diffusion, donc c'est une réflexion diffuse, typiquement comme une feuille de papier, plutôt que comme un miroir, en fait. Alors, la fluorescence, les matières fluorescentes. C'est vraiment un petit marathon ici dans la connaissance de la lumière. Hein. On va très rapidement. Hein. On passe d'un sujet à l'autre assez rapidement, mais malgré tout, on reste quand même dans le sujet de la lumière. Hein. Alors, la fluorescence, si on vous demandait ce que c'est, vous sauriez répondre? Pas évident. La fluorescence, c'est des lumières qui sont flashy, en fait. Hein, qui ressortent. Hein. Typiquement, quand on est sur le bord de l'autoroute avec son petit gilet fluorescent, on est censé être mieux vu. Quand on fait du cyclisme aussi, voilà. Donc la fluorescence, c'est la propriété d'une matière qui absorbe la lumière à une longueur d'onde et qui la réémet à une longueur d'onde habituellement plus longue. Voilà. Alors, vous avez typiquement ça, et ça va peut-être être une découverte pour vous, dans les poudres à lessiver. Dans les poudres à lessiver, vous avez des substances blanchissantes, donc les agents blanchissants, en fait, qui sont des substances fluorescentes. Elles vont absorber la lumière ultraviolette que vous ne voyez pas, en fait. Ça fait partie du spectre non visible. Et ça va réémettre sous la forme de lumière bleu clair. D'accord? La lumière ultraviolette qui éclaire vos vêtements qui ont été lavés avec la poudre à lessiver qui contient des agents fluorescents, eh bien, cette lumière ultraviolette va être reflétée par le vêtement blanc comme sous forme de lumière bleutée. Donc, ça va rendre le blanc plus bleu et donc ça donne une sensation de propre. Parce qu'en fait, la vraie couleur d'un t-shirt en coton, c'est pas blanc, c'est plutôt jaunâtre. C'est grâce à la poudre à lessiver qu'on a l'impression que c'est plus blanc. Donc, en quelque sorte, ça fausse la perception qu'on a de la matière coton, en fait, la poudre à lessiver. Ça ajoute du bleu dans la couleur du t-shirt et ça tire le jaune du t-shirt vers les ondes courtes, ça rééquilibre, on voit du blanc. OK? Et alors, dans les discothèques, quand vous sortez, vous avez des lampes noires. Donc, ce sont des tubes fluorescents qui émettent de la lumière ultraviolette. Et la lumière ultraviolette va être en quantité plus grande que la normale. Et donc, les agents fluorescents des t-shirts vont surréagir. En quelque sorte, vous allez avoir beaucoup plus de bleu que prévu. C'est pour ça que vous avez les t-shirts blancs qui apparaissent bleutés quand vous les voyez dans une discothèque sous les lampes noires, en fait. Ce sont les agents blanchissants de la poudre à lessiver qui renvoient beaucoup plus de bleu que prévu, en fait. Hein. OK. Donc, même principe pour sur le bord de l'autoroute, les gilets fluorescents, ils apparaissent lumineux. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, vous avez dans la lumière du soir, à la fin de journée, c'est surtout en fin de journée qu'ils vont apparaître lumineux. C'est pas à midi il va apparaître très très lumineux. C'est surtout en fin de journée que ce phénomène du gilet de sécurité on va voir qu'il apparaît bien lumineux. Eh bien, dans la lumière naturelle de fin de journée, il y a des ultraviolets qui sont absorbés par la matière du gilet et qui sont transformés en lumière visible. Et donc, par rapport à l'environnement qui est quand même assez sobre, le gilet paraît plus lumineux grâce à ça. En fait. Voilà. Si vous éclairez un gilet de sécurité avec de la lumière artificielle en intérieur, la fluorescence, ça marche pas. Parce qu'il faut une composante ultraviolet dans la lumière qui éclaire. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Alors, les courbes spectrales de sources lumineuses. Donc, ce sont des représentations qui montrent la quantité d'énergie pour chaque lumière, en fait. Hein. Ici, clairement, pour la lumière rouge, on voit qu'il y a beaucoup d'ondes longues
Pour le vert, c'est des ondes moyennes. En ce qui concerne le rouge, vous avez du rouge vif et du rouge éteint. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que dans le rouge éteint, il y a un parasitage des ondes longues. Oui, il y a des ondes longues, c'est pour ça que c'est perçu comme étant du rouge, mais vous avez aussi des ondes moyennes et courtes qui composent la lumière, et ça fait en sorte que le rouge soit moins saturé. Du rouge clair et du rouge foncé, c'est quoi la différence? Ben, c'est l'intensité, c'est la force de l'onde, en fait, hein, l'amplitude. Du gris foncé et du gris clair, c'est quoi la différence? Ben, c'est toujours l'amplitude, la force, et c'est du gris, pourquoi? Ben, parce que il y a autant d'ondes courtes que d'ondes moyennes et longues dans les deux cas. Donc l'œil n'arrive pas à dégager une couleur, n'arrive pas à avoir une couleur en particulier. On peut dire que c'est en quelque sorte une variante, le gris est une variante de la lumière blanche en quelque sorte. Je vous passe tous les détails. Ici, vous avez une courbe, mais ce n'est pas une courbe spectrale comme on vient de voir avant. Les courbes spectrales qu'on vient de voir avant, ça indique la quantité d'énergie pour des lumières colorées. Ici, il s'agit d'une courbe de réflectivité. Ça indique comment une matière reflète la lumière. Et donc ici, il s'agit d'une matière, c'est de l'herbe en fait. Et donc on voit que ça reflète un peu d'ondes longues, beaucoup d'ondes moyennes, un peu d'ondes courtes. Donc c'est vraiment ce qui fait la caractéristique de la couleur, ces différentes proportions d'ondes courtes, moyennes et longues. Et là, vous avez une ligne qui est montrée ici. C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde dominante. C'est là où il y a un pic d'énergie dans la lumière colorée. Mais bon, ici, ça c'est une courbe de réflectivité. Donc, on suppose que si on éclaire ça avec de la lumière blanche, le pic d'énergie de la lumière va se situer forcément là. C'est là que la matière reflète le plus. C'est à 700, ouais. Oui, il y en a à 700 oui, aussi. Mais ça, ça commence à être un peu en dehors de ce que l'œil peut percevoir. Ça. Mais en effet, l'herbe reflète pas mal le rouge et l'infrarouge. Bon, alors il faut savoir que pourquoi est-ce qu'on a marqué ici la longueur d'onde dominante? C'est pas par plaisir, c'est juste parce que c'est important, parce qu'en fait, l'œil humain, qui n'a que 3 types de récepteurs, il y a 3 types de cônes dans l'œil humain, il ne voit en fait que la longueur d'onde dominante dans la couleur. L'œil humain ne perçoit pas vraiment les subtilités des longueurs d'onde secondaires, en fait. D'accord? Donc, l'œil humain n'est pas très performant pour voir les couleurs. Un appareil comme un spectrophotomètre, lui, il va avoir tous ces détails. Il va vraiment mesurer la quantité d'énergie sur les différentes longueurs d'onde de la lumière. Mais l'œil humain, il va surtout être sensible à la longueur d'onde dominante. Et c'est grâce à ça que on peut créer assez facilement des appareils comme les moniteurs ou les télévisions qui montrent la réalité, qui montrent des scènes de la réalité, parce qu'en fait, et ces appareils, les moniteurs, les télévisions, ne doivent pas recréer les couleurs telles qu'elles sont vraiment dans la réalité, avec toutes les subtilités des longueurs d'onde secondaires. Il suffit qu'en mélangeant en différentes quantités les primaires rouge, vert et bleu du moniteur ou de la télévision, on recrée une couleur dont la longueur d'onde dominante est celle qui correspond à l'objet dans la réalité. Par exemple, l'herbe ici, si on voulait la montrer sur un moniteur, il suffirait, en mélangeant en différentes quantités les lumières rouge, vert et bleu, les primaires, de recréer une lumière dont la longueur d'onde dominante est la même que celle-ci. Et même si les longueurs d'onde secondaires ne sont pas les mêmes, ce n'est pas grave. L'œil humain, de toute façon, ne voit pas les subtilités. Donc, le fait que l'œil humain ne soit pas très performant, c'est ce qui permet de faire des moniteurs et des TV de manière relativement facile, en fait.
Alors ici, vous avez un schéma assez intéressant qui vous fait comprendre que sous le terme lumière du jour, en fait, il y a plein de lumières du jour différentes. Et alors, les lumières du jour, on va les décrire en Kelvin, pour décrire la coloration, en fait. Typiquement, 5500 degrés Kelvin est l'œil humain ne voit pas de couleur dans la lumière blanche. L'éclairage que vous avez chez vous pour vous éclairer, c'est typiquement du 3500 Kelvin, c'est-à-dire une lumière assez chaude. C'est une lumière blanche avec une coloration orangée. Mais il se trouve que l'œil humain et tout le système de perception de la couleur, le traitement dans le cerveau, corrige en fait. On considère, en fait, l'œil humain va faire en sorte que la lumière blanche qui éclaire l'environnement soit considérée, perçue comme étant neutre, même si en réalité elle a une coloration. Et vous allez voir que dans le cas d'une projection, il faut penser à ce phénomène et on va en parler un peu plus loin. Ok, voilà la courbe spectrale d'un éclairage comme vous avez chez vous, typiquement une ampoule à incandescence ou sa version moderne, l'ampoule économique. Donc, c'est de la lumière blanche, mais avec une forte dominante d'onde longue. Ici, vous avez la courbe spectrale d'un éclairage lumière du jour qui est composé de plus d'ondes courtes que d'ondes moyennes et longues. Donc, typiquement, c'est un éclairage qui est un peu bleuté. Ça a une lumière blanche qui est un peu bleutée. C'est l'éclairage lumière du jour. Bon, en colorimétrie, on appelle ça l'éclairage de type A, celui à lampe à incandescence. C'est un éclairage de référence. Et celui-ci, on va l'appeler le D65. Donc, vous allez souvent rencontrer en colorimétrie le D65, lumière du jour à 6500 Kelvin, donc lumière blanche un peu bleutée. Quand vous avez des hectachromes, il est généralement indiqué, le studio photo qui a développé l'hectachrome indique sous quelle lumière il doit être vu. En fait, vous devez le mettre sur une table lumineuse qui a une lumière à tel ou tel degré Kelvin. C'est indiqué, si vous avez affaire à un studio photo sérieux, il aura mis sur l'hectachrome sous quelles conditions d'éclairage il doit être visualisé, en fait. Voilà, ici c'est un schéma qui montre les deux courbes superposées, donc l'éclairage de type A, la lampe à incandescence, et l'éclairage de type D65, donc la lumière du jour. Voilà les deux schémas encore côte à côte, ces différentes représentations. Et alors ici, ça devient encore plus intéressant ici. Vous avez toujours l'éclairage par lampe à incandescence, donc l'éclairage basique, domestique, l'éclairage lumière du jour. Et un troisième type d'éclairage, c'est un tube fluorescent. Un tube fluorescent. Et alors, ce qu'on remarque sur le schéma ici, c'est que ce type d'éclairage a des pics d'énergie à certains endroits. Donc, de gauche à droite, ici en bas, ce sont les différentes longueurs d'onde. Vous avez les courtes ici, les moyennes ici, les longues ici, évidemment. Et vous avez différents pics d'énergie. Alors, le tube fluorescent, son fonctionnement, en gros, c'est quoi? C'est que vous avez un tube en verre. À l'intérieur du tube, vous avez une matière fluorescente, c'est-à-dire qui est capable de transformer les ondes ultraviolettes en ondes visibles. Il y a des vapeurs de mercure à l'intérieur du tube. On fait passer une charge électrique qui crée de la lumière ultraviolette à l'intérieur du tube. Cette lumière ultraviolette est transformée en lumière visible grâce au revêtement fluorescent à l'intérieur du tube fluorescent. Voilà pourquoi on appelle ça un tube fluorescent. C'est parce que le revêtement intérieur transforme la lumière ultraviolette créée par la charge électrique et les vapeurs de mercure
c'est transformé en lumière visible. Oui, les tubes fluorescents, ce sont des vapeurs de mercure à l'intérieur. Donc attention, si vous en cassez un, c'est extrêmement dangereux. Il faut tout de suite aérer parce que les vapeurs de mercure, une fois que vous avez absorbé le mercure, ça reste dans votre organisme pour longtemps. Donc sachez-le, les tubes fluorescents, si jamais vous en cassez par accident, vous aérez tout de suite, vous ne restez pas dans l'environnement qui contiendra des vapeurs de mercure. Je vous passe les détails. Je vous montre ici simplement le schéma qui superpose différentes courbes de différentes technologies de tubes fluorescents. C'est différents gaz à l'intérieur. Il y a différentes catégories, en fait. Vous avez des tubes fluorescents qui sont vraiment de très mauvaise qualité au niveau de la lumière. On les utilise dans les entrepôts. Et vous avez des tubes fluorescents qui sont vraiment de beaucoup plus haut de gamme et qui peuvent être utilisés pour un éclairage dans des pièces à vivre. Donc, parmi les tubes fluorescents, il y a différentes qualités et différents coûts, évidemment. Ceux qu'on utilise dans les usines, qui ont vraiment une qualité d'éclairage assez mauvaise, sont moins chers, évidemment, dans les entrepôts. Je ne parle pas des usines où il y a des gens qui travaillent, mais vraiment dans les entrepôts, c'est là qu'on va mettre les tubes fluorescents les moins bons. Vous avez différentes qualités. Il y a 12 types d'éclairage tubes fluorescents. Ici, je vous explique le phénomène de la phosphorescence, le fait que la matière continue à émettre de la lumière, parce que oui, les tubes fluorescents sont également phosphorescents, en fait. OK. Donc, toutes les lumières sont créées de différentes longueurs d'onde, sauf un type de lumière qui est artificiel, c'est le laser. Si vous avez un petit porte-clés avec un éclairage laser sur lui, il est indiqué à quelle longueur d'onde il émet. C'est moins simple que ça dans la vraie vie, mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, si vous avez la lumière bleue, elle n'est pas composée d'une seule longueur d'onde. Il y a différentes longueurs d'onde qui la composent, mais principalement, ce seront des ondes courtes. Pour toutes les lumières un peu naturelles, en fait, ce sera comme ça. Pour les lumières artificielles, typiquement le laser, ce sera différent. Je vous passe le détail ici. Alors, le métamérisme, super intéressant à comprendre. Vous avez un échantillon de matière et un autre échantillon de matière. Ces deux échantillons de matière, comme on le voit ici, reflètent à peu près la lumière blanche de la même manière, sauf qu'il y en a un qui reflète un peu plus les ondes longues que l'autre. Vous avez ici deux types d'éclairage. Éclairage lumière du jour, éclairage par ampoule à incandescence, donc éclairage domestique de maison. Et alors, ces deux échantillons, sous un certain éclairage, ils vont paraître identiques, et sous un autre éclairage, ils vont paraître différents. À quoi c'est dû? Bien, si on analyse ici, vous avez les deux échantillons qui sont montrés ici en gris moyen et en foncé, leur courbe de réflectivité. Et vous avez ici en gris clair l'éclairage lumière du jour, la lumière du jour. Donc la longueur d'onde dominante de la lumière du jour est dans les ondes courtes. Et il se trouve qu'au niveau des ondes courtes, ces deux échantillons de matière qu'on a vus là, ici, ben, ils reflètent la lumière de la même manière. Donc, sous la lumière du jour, ils seront vus, la couleur des deux échantillons de matière sera identique. Par contre, si vous voyez ces deux échantillons de matière sous un éclairage dont la longueur d'onde dominante est dans les ondes longues, eh bien, ils vont avoir l'air différents, parce qu'au niveau des ondes longues, les deux échantillons, ils réagissent différemment. Il y en a un qui reflète plus les ondes longues que l'autre. D'accord? Donc, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le métamérisme. Le fait que deux échantillons sous un certain éclairage peuvent avoir l'air
identiques et sous un autre éclairage, ils sont différents. Alors, si vous regardez dans les magasins de vêtements, dans les rayons où on vend des vêtements, hein, bon, dans un magasin de vêtements, mais partout, dans un supermarché, dans le rayon vêtements, vous aurez typiquement un éclairage très soigné. Ils vont combiner différentes technologies d'éclairage de manière à essayer de recréer l'éclairage lumière du jour le plus fidèlement possible. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie que les gens, une fois qu'ils ont choisi des vêtements dans le rayon, une fois qu'ils sortent en lumière du jour, eh bien, les couleurs semblent ne plus s'accorder ensemble, en fait. Voilà typiquement ce qui peut arriver. Ici, il vous montre sur le schéma, sur la petite explication, ce qui se passe dans un magasin qui n'a pas recréé la lumière du jour dans son rayon vêtements. Vous voyez les vêtements à l'intérieur du magasin sous des tubes fluorescents. Ils ont l'air d'aller bien ensemble, les couleurs, et dès que vous sortez en lumière du jour, c'est la cata. D'accord? Donc, les tubes fluorescents, c'est vraiment ce qu'il y a de plus mauvais dès qu'on doit travailler les couleurs. Si vous faites des dessins au marqueur couleur, si vous faites des projets couleurs sur du papier, n'éclairez surtout pas avec des tubes fluorescents. Vous allez générer des problèmes de métamérisme à cause des pics d'énergie dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait. Alors, ceci, je ne vais pas y revenir parce qu'on en a déjà parlé dans un autre cours, ce sont les valeurs de densité. La rétine. Alors, petit schéma de la rétine avec le nerf optique qui relie l'œil au cerveau. Alors, il y en a qui disent que si le cerveau est devenu si gros, c'est parce qu'en fait, il est une extension du nerf optique. C'est une théorie. C'est assez intéressant. Le cerveau se serait développé pour traiter les informations qui venaient de l'œil, principalement. Bah oui, c'est vrai que l'homme est un animal visuel, c'est connu. Hein. La vue est c'est le sens le plus développé chez l'homme. Et puis, vous savez, le cerveau, sans avec les meilleures visions, en fait. Meilleure vision, oui, tu parles de la crevette dont on a parlé. Oui, c'est vrai, mais c'est une théorie. En tout cas, il faut savoir que le nerf optique est vraiment une extension du cerveau. C'est directement relié au cerveau, c'est une extension du cerveau, et c'est vrai que la transition entre le nerf optique et le cerveau n'est pas bien définie. C'est une extension du cerveau. Bon, voilà. Ça, c'est le genre de choses que vous avez déjà certainement vu. Donc, dans les cours de biologie, vous avez la rétine, avec la zone la plus sensible de la rétine, la macula. Alors ici, c'est une représentation schématique des différentes couches de la rétine. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas que des cellules qui sont spécialisées dans la détection des couleurs, en fait. Hein. Il y a également des cellules qui sont spécialisées dans la détection des contours. Donc, il y a différentes couches sur la rétine. Ici, c'est une vue à travers un ophtalmoscope où on voit la fovea, donc la macula, la zone la plus sensible, là où il y a le plus de cônes qui sont regroupés. Vous avez le raccord du nerf optique sur la rétine, qui est en fait le point aveugle, hein, puisqu'il n'y a pas de récepteur à cet endroit-là. On a dans notre vision, il y a un point aveugle. Ok, ça c'est juste une schématisation d'un ophtalmoscope. Ok, là c'est une illusion d'optique, les bandes de Mach. Les bandes de Mach, donc le scientifique qui s'appelait Mach, qui a donné son nom aussi à la vitesse, la mesure de la vitesse du son. Bon, il s'est intéressé à autre chose. Et alors, donc, dans cette illusion d'optique, vous avez à cet endroit-ci
bande blanchâtre qui apparaît, qui paraît être plus blanche que cette zone-ci. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, si vous voyez. Qu'il y a une bande qui paraît plus blanche ici, une ligne verticale qui paraît plus blanche que la zone blanche d'ici. Et ici, vous devriez voir une bande qui paraît plus sombre que la zone noire d'ici. Eh bien, en fait, c'est une illusion d'optique parce que le sombre le plus sombre possible dans cette diapositive, il est là. Le blanc le plus blanc possible, il est là. Donc, c'est votre œil, les couches profondes de la rétine, qui sont spécialisées dans la détection des contours, qui vous donnent cette illusion, en fait. Donc ça, c'est intéressant à constater. Vous avez le même phénomène ici dans ce test qui est assez connu, en fait, où vous avez des points, des carrés bizarres qui apparaissent au croisement là entre les carrés noirs. Vous devriez avoir des carrés qui clignotent à cet endroit-là. Ça vous parle? Bon, ben c'est toujours la même chose, la détection des contours de la rétine. Donc la rétine ne sert pas qu'à voir les couleurs, il y a aussi les contours. Bon, ça c'est des bâtonnets et des cônes photographiés et des bâtonnets. On vous explique ici l'axe optique et l'axe visuel. Vous avez à cet endroit-ci la partie la plus sensible de la rétine. Et c'est là qu'on remarque que l'œil n'est pas parfait. Parce que si l'œil était parfait, la partie la plus sensible se situerait dans le prolongement de l'axe optique, là où la lumière attaque perpendiculairement la lentille de cristallin. Eh bien, ce n'est pas le cas. L'axe visuel et l'axe optique ne correspondent pas. Ici, c'est un schéma de la sensibilité de la rétine. C'est un peu comme si on avait pris la rétine et on l'a déployée sur une ligne horizontale ici. Donc, plutôt que d'avoir une sphère à l'intérieur d'une sphère, on a une ligne horizontale. Vous avez ici l'endroit du point aveugle, là où le nerf optique se raccorde. Vous avez les cônes, comme ici le schéma vous le dit, en bleu sur le schéma, ici ce sont les cônes. C'est l'endroit de la fovea, en fait, l'endroit le plus sensible de la rétine, qui n'est constitué que de cônes. Et la périphérie de la rétine, vous avez des bâtonnets. C'est assez schématisé, mais en gros, c'est quand même bien ça. Vous avez un endroit où il n'y a pas de vision du tout, l'endroit où il y a le nerf optique qui se raccorde à la rétine. Vous avez un endroit où il y a une vision très très bonne, c'est l'endroit de la fovea, la macula, donc là où il y a beaucoup de cônes. Et vous avez sur le reste des bâtonnets qui vont être surtout utilisés en vision nocturne, en fait. Parce que en vision diurne, en lumière du jour, les bâtonnets, ils sont inondés de lumière et ils ne servent pas, ils n'arrivent pas à voir la lumière, à avoir le détail. Ici, c'est un petit test que vous pourrez faire si vous voulez, où il s'agit en fait de fixer de fixer le point jaune, en fait, oui, si je me souviens bien de l'exercice. Fixer le point jaune et s'éloigner, se rapprocher de l'écran, et alors il y a certains chiffres qui disparaissent. Oui, mais il faut être vraiment en face de son écran. La projection, là, ça ne va pas marcher parce que si vous bougez, il faudrait bouger de plusieurs mètres pour que ça marche. C'est pour démontrer que le point aveugle existe, en fait. Oui, c'est ça, en fait. C'est plutôt l'inverse de ce que j'ai expliqué, en fait. Il faut fermer un des yeux, un des yeux, oui. Regarder le chiffre 3 et se demander si on arrive à voir le point jaune dans la vision périphérique. Et puis, il faut s'approcher lentement, toujours en regardant le chiffre 3. Et à un certain moment, le point jaune ne va plus être visible, en fait. C'est là que le point jaune, l'image du point jaune arrive en fait à l'endroit de la rétine où il y a le raccord avec le nerf optique. Ici, c'est un schéma intéressant qui vous montre
Les trois types de vision, en fait. Scotopique, mésopique et photopique. Donc, en fait, la vision photopique, c'est quand il y a uniquement les cônes qui agissent. C'est quand on est dans des conditions de luminosité correctes, hein, éclairage par le soleil, par la lumière du jour, ou éclairage dans les maisons. La vision scotopique, c'est quand la quantité de lumière qui éclaire la scène est vraiment très peu présente. C'est typiquement l'éclairage avec les étoiles, la lumière des étoiles en fait. Et vous avez entre les deux la vision mésopique. Et alors pour la vision scotopique, donc quand il y a très peu de lumière, ce sont les bâtonnets qui sont les récepteurs de lumière. En conditions d'éclairage très faibles, ce sont les bâtonnets qui agissent. En conditions d'éclairage fortes, ce sont uniquement les cônes qui agissent. Bon, vu que les bâtonnets, il n'y en a qu'une seule sorte, vous ne voyez pas la couleur la nuit. En conditions d'éclairage faible, vous ne voyez pas les couleurs. Il n'y a qu'une seule sorte, donc on ne peut pas faire de triangulation. L'œil, le système visuel ne peut pas essayer de déterminer quelle est la longueur d'onde dominante dans la lumière qui arrive. Mais il n'y a qu'un seul type de bâtonnet. C'est pour ça qu'on dit la nuit, tous les chats sont gris, et c'est bien connu aussi que pour les témoins, lors de scènes de crimes, etc., on ne peut pas vraiment faire confiance à leur témoignage en ce qui concerne la couleur si ça s'est passé la nuit. Il y a des doutes. Bon, ça, c'est un schéma qui montre qu'au bout d'un certain nombre de minutes placées dans la pénombre, on passe de la vision scotopique, que je revienne un peu ici. Oui, c'est marqué ici. On passe de la vision photopique à la vision scotopique, en fait. Donc, les cônes, au bout d'un certain nombre de minutes plongées dans l'obscurité, les cônes n'agissent plus, et ce sont les bâtonnets qui prennent le relais. Vous savez très bien que quand vous arrivez d'un environnement lumineux à un environnement plus sombre, pendant un certain nombre de minutes, vous n'y voyez pas grand-chose, en fait. Il y a un temps d'adaptation, bien c'est ça qui est montré ici. Ici, ce sont les courbes de sensibilité des cônes et des bâtonnets qui sont montrées. Voilà, encore un autre schéma qui montre ça. Voilà. Vision photopique, donc les bâtonnets. Vision en conditions d'éclairage faible. Et vision scotopique, ici. Et c'est quoi qu'on est en train de montrer ici? C'est que les cônes sont plutôt sensibles aux longueurs d'onde, principalement aux alentours de 550, tandis que les bâtonnets, c'est plutôt aux alentours de 500. Bon, il y a un phénomène qui peut survenir à cause de ça. C'est pas très important, c'est anecdotique. C'est simplement le fait que, par exemple, vous avez en lumière du jour, vous voyez une voiture rouge et une voiture bleue. Et on vous demande quelle est la plus lumineuse. Et vous vous dites, tiens, il n'y en a pas une qui est plus lumineuse que l'autre, simplement il y en a une qui est rouge et l'autre qui est bleue, mais au niveau intensité lumineuse, elles paraissent identiques. Par contre, les mêmes deux voitures rouge et bleu en vision nocturne, bien la voiture bleue va vous paraître plus lumineuse, tout simplement parce que les bâtonnets sont plus sensibles aux ondes courtes, et le bleu, c'est les ondes courtes. C'est anecdotique, mais c'est intéressant, c'est un phénomène. Une fois que vous savez que ça existe, vous pourriez peut-être l'observer, c'est amusant de constater un peu comment l'œil fonctionne. Alors, voilà les sensibilités des trois types de cônes qui sont montrés ici. L pour long, les ondes longues, M pour médium, les ondes moyennes, et S pour short, les ondes courtes. Donc, ici, c'est la sensibilité des cônes qui sont spécialisés dans la réception des ondes courtes. Là, c'est les cônes spécialisés dans la réception des ondes moyennes, et ça, c'est pour les ondes longues. Vous voyez, par rapport au schéma qu'on a montré tout à l'heure, quand on a parlé des encres d'imprimerie,
on dit qu'on divise le spectre en 3 grandes zones, court, moyen et long. Mais vous voyez qu'en réalité, les récepteurs de l'œil, les cônes, ben, les récepteurs d'ondes longues et d'ondes moyennes, ils sont très semblables au niveau de leur sensibilité. Ceux sensibles aux ondes courtes, ils sont quand même assez bien différents des deux autres, mais ceux-là, ils sont assez semblables. Qu'est-ce qui fait la différence de sensibilité dans les 3 types de cônes? C'est que c'est 3 types de protéines différentes, en fait. C'est au niveau des protéines qui composent les cônes, ça rend leur sensibilité différente. Ah oui, alors, ce qu'on vient de voir ici, c'est un schéma qui a subi un logarithme de manière à rendre les courbes de sensibilité bien visibles. Mais en réalité, le vrai schéma, c'est celui-ci. Vous voyez le truc là? Ça, c'est la courbe de sensibilité des cônes sensibles aux ondes courtes. Donc, les données ici n'ont pas subi de logarithme et donc on voit quasiment pas la courbe. Hein. Le logarithme, c'est une opération mathématique qui sert à rendre les choses un peu plus visibles au niveau des schémas. Donc, on remarque que les cônes sensibles aux ondes courtes sont assez peu sensibles, en fait. Ils sont sensibles aux ondes courtes par rapport aux autres, mais en plus, ils sont peu sensibles. Je vous passe tout le détail. Voilà. Alors, on en revient à nos aberrations chromatiques. L'œil humain a une seule lentille, et donc il y a des aberrations chromatiques. Alors, est-ce que... Oui, voilà. Donc, le schéma ici, si vous le voyez d'assez loin, comme ça, votre œil n'est pas assez performant pour arriver à voir que dans la forme de droite, elle n'est pas complètement remplie de jaune. La forme de droite n'est pas complètement remplie de jaune. C'est en s'approchant que finalement on va arriver à le voir. Et ça, c'est pour démontrer en fait que l'œil humain, au niveau de la captation des ondes courtes, ben, il n'est pas très bon en fait. Les cônes sensibles aux ondes courtes, sensibles au bleu, ne sont pas très bons. Et vous allez dire, mais il n'y a pas de bleu là-dedans. C'est vrai. Mais la différence entre le blanc et le jaune, c'est que dans le blanc, il y a des ondes courtes, dans le jaune, il n'y en a pas. Le jaune, ici, n'est composé que d'ondes moyennes et longues. Le blanc est composé d'ondes courtes, moyennes et longues. Donc la différence, ce sont les ondes courtes. Donc même si on ne voit pas de bleu ici, dans le schéma, il est vraiment prévu pour vous démontrer que l'œil humain n'est pas très sensible en ce qui concerne les ondes courtes. Ok. Ici, on vous parle de la chimie des cônes, qui est assez extraordinaire et rapide. Ici, on vous montre dans le schéma que ce que les cônes reçoivent, les signaux que les cônes reçoivent sont combinés. Ils ne sont pas envoyés tels quels au cerveau, ils sont d'abord combinés, et aussi les bâtonnets qui agissent dans une certaine mesure dans un genre de signal qui ressemble assez bien à ce qu'on a en vidéo, un signal de différence de couleur. Ok, ce schéma ici montre pourquoi les bâtonnets sont performants en conditions d'éclairage faible. C'est parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus nombreux que les cônes sur la surface totale de la rétine. Les bâtonnets, il y en a beaucoup plus que des cônes, et c'est pour ça que c'est eux qui prennent le relais quand on est en conditions d'éclairage faible. Le schéma ici vous montre que, contrairement à ce qu'on croit, les informations qui proviennent de l'œil gauche ne vont pas au cerveau gauche, et les informations de l'œil droit ne vont pas au cerveau droit, ni inversement. En fait, les informations de chaque œil sont réparties sur les deux cerveaux, en fait. Les deux parties du cerveau.
Alors, il faut savoir aussi que les deux yeux ne perçoivent pas les couleurs et la lumière exactement de la même manière. Dans le monde du graphisme, c'est un phénomène assez connu parce qu'à un certain moment de votre parcours, vous allez remarquer ça. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal que si vous voyez une photo des couleurs, vous les voyez avec un œil et puis avec l'autre, vous avez des résultats différents. Ça ne veut pas dire que vous avez un œil qui est en train de crever. Ça veut simplement dire, c'est tout à fait normal, les deux yeux ne voient pas exactement de la même manière, mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Parce qu'il faut vraiment être dans le milieu du graphisme et être sensibilisé à la problématique de la couleur, et devenir un pro de la couleur, quoi, pour s'en rendre compte, en fait. Enfin, couleur, ou même si vous travaillez en noir et blanc, vous allez voir peut-être une différence de luminosité entre vos deux yeux. Donc, tout à fait normal. Ici, on vous montre sur le schéma qu'il y a différentes parties du cerveau qui sont spécialisées, et la partie du cerveau qui est spécialisée dans la vision, c'est celle qui se trouve à l'arrière du cerveau. Raison pour laquelle, quand vous recevez un coup derrière la tête, un coup de matraque, vous ne voyez plus rien, en fait. C'est cette partie-là de la tête à l'arrière, c'est connu, ça. Si on veut rendre aveugle temporairement quelqu'un, c'est à l'arrière, à cet endroit-là, qu'il faut taper. Ici, vous avez un schéma qui vous montre que ce sont des zones du cerveau qui sont activées, mais différemment, suivant qu'on voit les mots ou qu'on les entend. Ben, c'est un peu la même chose. Ça démontre que quand on voit les mots, c'est la partie arrière du cerveau qui... Oui, là, par rapport au schéma précédent, le cerveau a été retourné gauche-droite. Donc, c'est la partie arrière du cerveau ici qui est activée quand on voit des mots. Et quand on entend des mots, c'est la partie qui est spécialisée dans l'audition. Non. Pourquoi des mots? Ben pour avoir le même type d'entrée, en fait, pour qu'on puisse comparer. Une schématisation plus simple que celle de tout à l'heure qui montre les différents pics de sensibilité des trois types de cônes. Onde longue, onde moyenne, onde courte, et les bâtonnets. Et donc ça, c'est un schéma qu'on a vu un peu différemment tout à l'heure. Alors ici, vous avez les courbes de sensibilité de l'œil humain qui sont montrées d'une certaine manière. OK. Et on vous a superposé ici, on vous a, les courbes de sensibilité sur ce deuxième schéma de l'œil humain apparaissent en pointillés. Et on vous a superposé les courbes de sensibilité d'un capteur de scanner. Alors, il faut savoir que les scanners sont des appareils qui sont prévus pour capturer des pigments cyan, magenta et jaune. Et donc, ils n'ont pas besoin d'être très performants, les scanners, au niveau de la manière dont ils capturent les couleurs. Alors, voilà, toujours en pointillé, les courbes de sensibilité de l'œil humain et en ligne pleine, les courbes de sensibilité d'un capteur d'appareil photo. Alors, par rapport au scanner, c'est quoi la différence? Je vous remonte le scanner ici. Scanner. Appareil photo. Les courbes de sensibilité des appareils photo se chevauchent. C'est-à-dire que les photocytes sensibles aux ondes courtes ont une certaine plage de sensibilité commune avec les photocytes sensibles aux ondes moyennes et ceux sensibles aux ondes longues. Puisque dans un appareil photo, comme dans l'humain, vous avez trois types de capteurs. En fait, le capteur d'un appareil photo est monochromatique, il ne capture que de la lumière. Mais par-dessus le capteur, il y a la grille de Bayer qui est mise et qui rend différemment sensibles les différentes parties du capteur. Ça vous dit quelque chose, ça, la grille de Bayer? Voilà. Devant, c'est ce qu'on voit bien ici. Vous avez le capteur de l'appareil photo qui est monochrome. Il ne capture pas la couleur. Il n'est sensible qu'à la quantité de lumière. Et par-dessus, il y a des petits filtres couleurs qui sont mis. C'est la fameuse grille de Bayer. Voilà, avec 2 fois plus de vert que de bleu et rouge.
Vous le voyez là. Parce qu'en fait, oui, l'œil humain, c'est surtout les ondes moyennes auxquelles il est sensible, et donc on essaie de reproduire ça dans les appareils. De rendre également les capteurs d'appareils photo plus performants en ce qui concerne la capture des ondes moyennes. Alors, pourquoi est-ce que je disais ça? Ah oui, ben oui, c'est pour revenir ici que les sensibilités des trois types de capteurs, entre guillemets, de l'appareil photo, rouge, vert et bleu, ben, les sensibilités se chevauchent. Et en fait, au plus les sensibilités des trois types de capteurs se chevauchent, au plus la capture de la couleur sera meilleure. C'est pour ça qu'un appareil photo, pour capturer des couleurs, est meilleur qu'un scanner. Le scanner est plus spécialisé dans la capture des pigments et l'appareil photo est plus polyvalent. Et alors, ça nous amène à ceci. Non, ceci, c'est encore autre chose. Ça, c'est un type de capteur spécial avec une roue à filtre rouge, vert et bleu. Je ne vais pas en parler ici, mais les sensibilités se chevauchent énormément, donc c'est encore plus performant qu'un appareil photo numérique. Typiquement, c'est le genre de choses quand on veut faire des natures mortes et des photos de produits qui ne bougent pas en studio. En fait, on fait 3 photos en mettant un filtre rouge, vert et bleu pour les 3 photos, et puis on combine le tout. Un filtre rouge, vert et bleu devant l'appareil. Mais ça ne se rencontre plus très souvent. C'était dans les années 90 qu'on voyait ça. Alors ici, vous avez la sensibilité d'un film Ektachrome, donc un film diapo. Donc toujours en pointillé, les sensibilités de l'œil humain pour avoir une comparaison. Et puis, en ligne pleine, vous avez la sensibilité d'un film diapositive, un film Ektachrome. Et par rapport au capteur de l'appareil photo numérique, vous remarquez que ça se chevauche beaucoup moins. De 1, il y a beaucoup moins de parties communes entre les parties du film sensibles au vert, aux ondes moyennes, et celles qui sont sensibles aux ondes courtes. Même chose ici, entre les moyennes et les longues. Et en plus, vous avez des sensibilités bizarres. Là, le film, pour les ondes courtes, est différemment sensible. C'est pas très cohérent. Mais oui, c'est parce qu'il y a des contraintes physiques pour le film. Alors, on pourrait se poser la question, tiens, qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui capture le mieux les couleurs? Un film diapo, un Ektachrome, ou un film, un capteur numérique comme celui-là? Je vais afficher les deux, là, voilà. Ça, c'est donc la sensibilité d'un film Ektachrome. Ça, c'est la sensibilité d'un capteur numérique. Eh bien, en fait, pour capturer les couleurs, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. L'appareil numérique est bien meilleur. Il est bien meilleur parce que vous n'avez pas, contre ce qu'on a dans le film ici, Ektachrome, des incohérences dues aux contraintes physiques du film, la construction du film. Vous avez sur le capteur de l'appareil photo numérique des zones de sensibilité qui se chevauchent beaucoup plus. Et donc ça, pour trouver les bonnes couleurs, les vraies couleurs de la réalité, les déduire, c'est beaucoup mieux. Et donc, si vous posiez la question de savoir qu'est-ce qui capture mieux les couleurs, un film ou un appareil photo numérique, la réponse, c'est l'appareil photo numérique. Voilà. Scientifiquement prouvé grâce aux courbes de sensibilité. Alors, la subjectivité de la perception des couleurs. Donc, les couleurs, c'est une sensation psychologique et il y a plein de choses qui interviennent. Il y a la physique de la lumière, évidemment. La lumière entre dans l'œil, il y a la biologie de l'œil. La rétine envoie un signal par le nerf optique au cerveau. Il y a le traitement de l'information, c'est la psychologie de la couleur. La psychologie, le côté perception psychologique. Donc, il y a 3 choses. Hein. La couleur, c'est le résultat de ces 3 choses-là. La lumière, la biologie et la psychologie. Donc, la physique, la biologie, la psychologie. Donc, ici, on vous montre un schéma et on vous dit il va être très difficile de
de savoir quel est, parmi les 3 verres qui sont dans les carrés extérieurs, quel est celui qui ressemble le plus au verre qui est dans le triangle au centre. Si on demande à plein de gens quel est le verre le plus proche de celui du triangle au centre, vous allez avoir des réponses différentes parce qu'en fait, chacun voit un peu les couleurs différemment. Ici, c'est pour vous démontrer que, en fait, il s'agit des 2 mêmes couleurs, des 2 mêmes bleus au centre, et pourtant ils apparaissent différents à cause de l'environnement. L'environnement, ce qui environne les couleurs environnantes influencent beaucoup la perception des couleurs. L'œil n'est pas objectif, donc on est fort influencé au niveau de la perception des couleurs. Même chose ici, les 2 théières ont la même couleur, mais on les voit différentes à cause de la lumière qui les environne, la couleur qui les environne. Même chose ici aussi. C'est le même jaune au centre. Pourtant, il y en a un qui paraît plus chaud et l'autre plus froid. C'est juste la couleur environnante qui influence. Même chose ici aussi. Même chose en ce qui concerne les gris. Ils apparaissent plus ou moins lumineux suivant ce qui les entoure. Ce sont les mêmes gris dans les 3 carrés de gauche et dans les 3 carrés de droite. Ici, on reparle des couches profondes de la rétine qui servent pour la détection. Vous avez ici des échantillons de gris. Il est possible que vous ayez l'impression que sur la partie droite de chaque échantillon, ce soit plus foncé que sur la partie gauche. Vous avez cette impression? Sur la partie droite de chaque échantillon, le 4 ici par exemple, sur la partie droite, c'est plus foncé que sur la partie gauche. On a comme une impression d'avoir les échantillons en creux, hein, comme s'ils n'étaient pas plats, mais plutôt en creux. Mais en fait, ils sont réellement plats. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec les bandes de Mach. C'est les couches profondes de la rétine qui vous trompent en fait. Alors, l'adaptation chromatique. En permanence, l'œil humain s'adapte à l'environnement pour faire en sorte que l'éclairage, déjà l'éclairage lumière blanche, soit considéré comme étant neutre. Vous avez ici une démonstration. Alors, que je me rappelle comment ça fonctionne. En fait, oui. C'est pour vous démontrer que la couleur ici, elle pourrait vous paraître jaunâtre comme on la voit là. Mais en réalité, sa vraie couleur, c'est ça. Bon, la démonstration n'est pas extraordinaire ici, on a déjà vu mieux. Donc, je ne vais pas m'attarder. Alors, ça, c'est juste une démonstration pour faire comprendre que lorsque vous faites une projection dans un lieu fermé où il n'y a pas de lumière extérieure, la seule lumière, c'est le projecteur, il y a une perte de contraste. Et donc, pour obtenir une image contrastée correctement comme celle qu'on voit ici à droite, vous devez envoyer sur la projection, sur la toile, une image surcontrastée, trop contrastée en fait. Pour obtenir ça, voilà ce que vous devez envoyer sur la toile, une image très contrastée. Donc ça, il faut le savoir aussi. Si vous ne contrastez pas les images que vous projetez lors d'une présentation, elles risquent de paraître fades. Le fait d'être dans un environnement sombre va enlever du contraste en fait à ce qui est projeté, donc il vaut mieux en ajouter. Ok, ça je ne vais pas en parler ici, ça non plus, ce n'est pas très intéressant. Alors ici, on parle des memory colors, des couleurs de référence. Je vais simplement vous dire que lorsque vous faites une photo, il y a des couleurs que l'être humain connaît par cœur. Par exemple, la couleur d'une banane, c'est un jaune particulier. Si dans votre photo, la couleur de la banane, s'il y a une banane dans votre photo, évidemment, si c'est le bon jaune, toutes les autres couleurs de la photo paraîtront bonnes également, même si en fait elles ne le sont pas.
Autrement dit, dans une photo, ce qui compte, c'est que les couleurs qui doivent être bonnes, c'est surtout celles que les gens connaissent par cœur. Couleur typiquement d'une banane, mais aussi couleur des visages. Si les visages n'ont pas une couleur correcte, c'est un peu catastrophique au niveau perception générale de la photo. Ok, ici c'est juste un truc assez connu pour montrer à quel point le vocabulaire influence la perception des couleurs aussi. On est censé en fait lire la phrase et on est censé lire la phrase, si je me souviens bien de l'exercice, et dire quelles sont les couleurs en fait des mots. Et on va être influencé par les mots eux-mêmes. Oui, c'est ça. Il faut donner les noms des couleurs plutôt que de lire les noms des couleurs. Et à partir de la troisième ligne, la plupart des gens ralentissent et c'est dû à l'interférence du langage dans la perception des couleurs. Donc le langage participe, influence la perception des couleurs. Bon, ça c'est sur la taille perçue des objets, c'est pour dire que les couleurs influencent la taille perçue des objets. Ah, on en arrive à nos aberrations chromatiques. Voilà. Vous vous souvenez des aberrations chromatiques? Eh bien voilà, quand vous avez des objets rouges et bleus qui sont l'un à côté de l'autre, il est possible que vous ayez l'impression, notamment dans le cas du Z ici, qu'il soit un peu plus en avant que celui-là qui est un peu plus en profondeur. Vous avez peut-être l'impression qu'ils ne sont pas sur le même plan, qu'il y en a un qui est plus loin que l'autre. Est-ce que ça marche ou pas? Plus ou moins. Ce qui peut arriver aussi, c'est que quand vous juxtaposez du rouge et du bleu, ça vibre. C'est en fait ça, c'est parce que la rétine, l'œil ne sait pas se focaliser sur un objet en particulier. L'image du Z bleu ne se forme pas au même endroit sur la rétine que le Z rouge, à cause des aberrations chromatiques. Hein? Non, ça... Vous connaissez ça, hein, vous avez certainement déjà vu que quand on juxtapose du rouge et du bleu, ça peut vibrer. Ça vient de là, c'est les aberrations chromatiques de l'œil. Bon, c'est utilisé aussi en illustration, et vous pourriez aussi l'utiliser en photo. Typiquement, les affiches de chez Disney utilisent beaucoup ça, où vous avez beaucoup d'orangés et de bleus qui sont juxtaposés, d'orangés et de bleus. Des affiches où on montre les illustrations avec beaucoup d'orangés et de bleus, et ça donne de la profondeur, en fait. Ça donne du relief. Là, on parle ici des daltoniens. On dit que c'est génétique, que ça affecte les garçons. Les filles sont porteuses de la déficience, mais ne le transmettent qu'aux garçons. Ici, c'est un test pour voir à quel point on est fort pour discriminer les couleurs. Il en existe aussi sur la web. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sachez simplement que si vous faites de la communication graphique à destination du grand public, tout bêtement de la communication graphique, vous avez intérêt à vérifier que vos textes colorés sur fond coloré sont visibles également par les daltoniens. Et là, il y a des logiciels qui existent, et notamment Photoshop permet de faire ça aussi. Il y a un simulateur de daltonisme dans Photoshop, dans Illustrator et InDesign aussi. Ce sont des lunettes ici pour améliorer la perception des couleurs chez les daltoniens. C'est un logiciel ici assez ancien, Ncolor 8. Ncolor, qui permet justement de vérifier que quand on fait du texte en couleur sur un fond en couleur, il sera visible correctement par les daltoniens.
OK. Là, on parle de l'acuité visuelle 20-20. Mais ça n'est pas très important ici. OK. Ben voilà, c'est quelques informations sur les couleurs. Alors ici, il n'y a pas de schéma. Très peu. C'est les modèles couleurs. Oui. Bon. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les petites astuces. Contrastez vos images quand vous les projetez pour qu'elles ne paraissent pas trop fades. Évitez aussi, ça je ne l'ai pas dit, qu'il y ait une lumière blanche, une source de lumière blanche qui soit visible dans la salle, parce qu'elle risque de faire en sorte que votre projection soit perçue comme étant mauvaise. Pourquoi? Parce que l'œil humain a besoin de blanc de référence. Quand vous projetez quelque chose dans une salle obscure, la lumière blanche de référence, c'est le blanc du projecteur. Il est considéré comme étant neutre. Vos images sont vues correctement. Mais dès qu'il y a une source de lumière extérieure visible en même temps, une fenêtre ouverte sur l'extérieur, une lampe allumée, l'œil humain risque de considérer que cette lumière blanche autre que la projection est la lumière de référence. Et il va en résulter que votre projection va paraître trop bleue ou trop jaunâtre. Et ça n'a rien à voir avec la qualité de ce qui est projeté, c'est juste la perception de l'œil humain qui intervient. Bon, souvenez-vous aussi que le métamérisme, ça existe. Vous pouvez très bien avoir deux échantillons de couleurs qui semblent être identiques sous une certaine source de lumière, et sous une autre source, ils vont être différents. Donc, il faut savoir que ça existe, il ne faut pas s'étonner. Souvenez-vous que les tubes fluorescents, à cause de leur pic d'énergie, sont très mauvais quand on doit travailler la couleur. Il ne faut pas les utiliser. Vous devez utiliser plutôt un éclairage qui va simuler le mieux possible la lumière du jour, typiquement l'halogène. Mais il y a aussi des tubes fluorescents haut de gamme qui simulent bien la lumière du jour. Voilà. Bon, il y a plein de choses. Vous avez vu que s'il fallait que je lise tout, il y en a pour beaucoup. D'ailleurs, ça m'a pris du temps pour écrire ça à l'époque. À une époque où il y avait beaucoup moins d'infos sur le web, d'ailleurs, sur tout ça. Oui, se souvenir aussi que l'œil humain n'est pas objectif. Fort influencé par l'environnement, les couleurs environnantes. Et alors, au niveau de la sensibilité des films couleurs et du numérique, ben, vous savez maintenant que l'appareil photo numérique capture mieux les couleurs que le film couleur. Et vous savez pourquoi? C'est parce que ces courbes de sensibilité à l'appareil photo numérique ben, ressemblent plus à celles de l'œil humain. Elles se chevauchent et ça permet mieux de calculer quelle est la vraie couleur qui est photographiée en fait.